Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Vendredi 8 septembre 2023, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro Encre et Plume. Nous parlons littérature avec son œuvre intitulée « J'y ai cru ». Encre et Plume reçoit l'auteur Ika De Jong. Bonsoir Madame Ika et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Dans l'actualité littéraire, il se tiendra en date du 15 au 17 septembre 2023 la grande rentrée littéraire de Kinshasa, édition 2023, sur la place Rond-Point des Juilleries dans la commune de Lingwala, organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Revenons à l'invité du jour, qui est-il, qui fait-il place à la biographie. Ika De Jong est une femme ambitieuse et considérée aujourd'hui comme une valeur sûre de la presse congolaise de la diaspora. Détentrice d'un diplôme en management, elle se tourne vers des études de déontologie journalistique, ce qui la conduira à la création de la web TV JLTV, accompagnée de Touba Delo. Suivie dans le monde entier, elle compte aujourd'hui des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sa notoriété l'emmène à devenir ambassadrice officielle de plusieurs marques. Conférencière inspirante, Ika De Jong œuvre pour le développement de la jeunesse de la République démocratique du Congo, son pays. Mère de 3 merveilleux enfants, elle est entrepreneure et fondatrice d'EG Consulting, un cabinet de conseil dans la communication digitale, le marketing et l'événementiel. Et à présent, place au résumé de l'œuvre. Encre et Plume avec Cathy Devel sur B1FM. Entre les rêves de petite fille qui était de devenir journaliste et son accomplissement, il y eut beaucoup de péripéties, plusieurs défis, que ce soit sur le plan sentimental, familial et même sanitaire du fait d'un cancer. En effet, c'est comme si pour que je devienne la Ika De Jong que Dieu attendait, il fallait que je traverse des épreuves très rudes dans chaque domaine de ma vie. Mais en dépit de toutes ces difficultés, rien ne pouvait entraver ma détermination et ma rage de vaincre. Après tout, j'avais de qui tenir. Ma mère et ma grand-mère sont celles qui m'ont inculqué de valeurs de travail, de sérieux, de ténacité. Je ne recule donc devant rien quand il s'agit d'exercer ma passion et de rendre fier ce que j'aime. Je ne puis résister à l'envie de raconter au monde entier mon histoire et ses livres et les fruits de moult réflexions, de plusieurs doutes aussi. Mais plus important, des belles victoires remportées par une jeune femme qui continue son chemin vers le succès grâce à Dieu. Voilà les résumés de l'œuvre J'y ai cru. Présent, place à notre série de questions. Nous entamons avec celle-ci. Madame Ika, l'astuce pour lutter contre le froid, remplir le ventre de morceaux de carton. C'est comme ça que ça se passe de l'autre côté en Hollande ou ça a été inventé par vous-même? Non, pas du tout. En fait, je me suis retrouvée dans un pays qui a été bâti sur l'eau. Les Pays-Bas, comme vous l'entendez, toute l'étendue de la Hollande a été construit sur la mer et tout. Donc c'est un pays très froid. Bon, il y a le Canada, mais les Pays-Bas font partie des pays d'Europe hyper glaciale pendant la période de l'hiver, pardon. Et pendant mon job d'étudiant, je partageais des journaux, mais tellement que le froid est présent, sur mon petit vélo, il fallait me munir d'une protection pour ne pas tomber malade. J'avais mes vêtements, j'avais mon manteau, mais quand on passe 1 à 2 heures ou 3 heures à l'extérieur, c'est pas évident. Donc je prenais des cartons où je m'enveloppais de ces cartons-là et je fermais ma veste, et ce qui me permettait de travailler. C'est une astuce qu'on trouve aussi là-bas, où je vois beaucoup de gens, les gens qui vivent dehors ont l'expérience et ils savent qu'il faut tout faire pour se protéger. Ah, ok, on pensait que ça venait de vous. Non, j'ai pas créé cette astuce-là, non. Ah, ok. À 18 ans, selon la loi hollandaise, vous ne pouvez plus vivre avec les parents. Et ce fut un choc pour vous. Êtes-vous d'avis ou partisane de cette idéologie africaine de quitter le toit familial que le jour de son mariage? Oui, je pense que c'est important dans un sens, parce que on est des Bantous, on a grandi dans une éducation comme celle-là, où une femme ne quitte la maison des parents que quand on vient lui demander sa main. Et je crois que c'est important parce que c'est quelque chose que j'inculque à mes enfants, à mes filles,
en leur disant qu'il faut étudier au maximum et quitter la maison qu'à ce moment-là. Mais bon, quand on est contraint, comme moi je l'ai vécu aux Pays-Bas, à un moment donné, à 18 ans, la vie, l'État vous met tout sur la table pour vous permettre de commencer votre propre vie et d'aller habiter chez vous. Et on revient toujours chez les parents parce qu'on a besoin de puiser ce savoir-vivre, cette connaissance, cette maturité. Et je me suis dit, c'est une école de la vie, mais si c'était à refaire, je serais restée peut-être chez mes parents plus longtemps. Donc vous vous encouragez cette façon de faire à l'africaine? Oui, bien sûr, bien sûr. On garde nos origines, on garde nos valeurs et voilà. C'est quoi être une influenceuse de nos jours? Comment vous définissez le mot? Jusqu'à la page 21 de votre œuvre, vous dites être devenue influenceuse déjà toute petite. Quand je parle d'influenceuse dans ce sens-là, c'est déjà chez moi à la maison. Je parle de ce que je suis aînée de famille, d'une famille de 5 enfants. Et déjà le fait d'être tout le temps pointé du doigt comme un exemple, on influence déjà ceux qui sont après vous. On influence déjà les frères, les sœurs dans la façon de fonctionner, dans la façon de faire. Et on a tout le temps cette pression de se dire qu'on doit mieux faire, qu'on doit bien faire. Et c'est pour ça que je parle déjà d'influenceuse, que j'ai commencé bientôt. Dans mon livre, je parle aussi de mon arrivée en Europe en tant qu'aînée de famille. Déjà sur le terrain, on influence énormément en trouvant toutes ces astuces pour pouvoir émerger dans un monde nouveau. C'est pour ça que je parle d'influenceuse. Et avec le temps après, quand je parle de mon travail aussi influenceuse, je préfère quelqu'un qui, si je peux le dire différemment de la connotation qu'on colle aujourd'hui aux influenceuses, moi je peux dire que je préfère impacter le monde que l'influencer. Donc pas le mot influence, mais plutôt vous préférez impacter le monde. Je préfère impacter le monde, mais bon, on influence de près ou de loin, on le fait. Donc la société doit changer sa manière d'appeler les influenceuses, trouver un autre mot. Influenceuse, tant qu'on influence positivement, on garde le nom. Ah, tant que c'est positif. Tant que c'est positif, on garde le nom d'influenceuse. Très bien. Dans vos écrits, vous soulevez un point important, celui des femmes. Oui. Vous avez écrit, j'ai dit, souvent lorsque je discute avec des femmes, je constate qu'elles sont pétries de talent, mais qu'elles n'osent pas, et trop souvent, par leurs réponses, elles évoquent de nombreuses difficultés qu'elles rencontrent. Ces femmes n'ont pas la rage de vaincre et l'intensité des difficultés est plus forte que leur envie de réussir. Pensez-vous qu'il suffit juste d'avoir la rage de vaincre pour réussir? Bon, il y a la rage de vaincre et il y a la détermination aussi, l'envie d'aller plus loin, qui font partie de la rage de vaincre. Je crois qu'il y a un déclic en soi qui nous pousse à devenir grand demain. Ça aide énormément, ça nous permet de se réveiller tous les jours et se dire, si je ne quitte pas ma maison, si je n'aurai pas ce pain sur ma table. Donc cette rage de faire mieux, cette rage de grandir, cette rage d'aller de l'avant nous permet psychologiquement de beaucoup faire et mieux faire. En tant que femme, parce qu'on vit dans un monde où la plupart des gens sont des hommes, la femme a besoin de ce boosting et elle a besoin aussi de se rebooster elle-même. Et à travers ce genre de choses, c'est important de s'y accrocher. Mais on peut lire dans vos écrits que vous avez eu la chance d'avoir des personnes pour garder vos enfants. Et qu'en est-il de ces femmes qui n'ont personne? Comment garder ses enfants et au même moment sortir? C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la famille qui était présente pour garder mes enfants pour que je puisse travailler. Mais ce n'était pas toujours le cas. Parce que, bon, ces personnes-là, aussi bien que ce soit la famille, même nos parents, ils ont leur propre vie aussi. Ils ne peuvent pas passer leur temps à garder les enfants tout le temps. Ici, en Afrique, c'est plus facile. Quand on sort, on peut laisser même chez les voisins. Mais en Europe, c'est différent. Même ces parents-là, ils ont besoin de leur vie. On ne peut pas les imposer parce qu'ils sont en Europe et qu'on a besoin de travailler, de tout le temps déposer les enfants. Je crois que concernant ce sujet-là, moi, je travaillais pour gagner de l'argent. Donc, j'ai aussi énormément investi dans les personnes qu'on appelle babysitter pour rester aussi avec mes enfants, ce qui m'a permis de travailler. Donc, c'était pas tout le temps la famille? C'était pas tout le temps la famille. Parce que je gagne cet argent-là. Donc, je dois avoir quelqu'un qui s'occupe aussi des enfants pour pouvoir alléger aussi ma famille. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans du vendredi au dimanche. Si tous les week-ends, j'impose mes enfants dans ma famille,
à la fin, ils vont s'enlacer. Ils vont se fatiguer. Donc, c'est pour ça que, bon, il y a des moments où on switchait, mais il y a des moments aussi où l'argent qu'on gagne, il faut l'investir aussi en les personnes qui vont s'occuper de vos enfants, ce qui vous permet de travailler. C'est pendant les phases difficiles de la vie qu'on s'est mis à philosopher et on prend certaines décisions. Ça a été votre cas. Vous vous êtes rendu compte par la suite et vous vous êtes résolu de faire des choses simples de la vie que vous ne faisiez plus auparavant faute de temps. Quelles sont ces choses, Madame Ika? Quand vous parlez Des choses simples de la vie que vous ne faisiez plus suite à votre maladie. Oui, passer du temps avec les membres de la famille, passer du temps avec les amis, passer du temps avec les enfants. Parce que mon travail m'a pris beaucoup de temps dans ma vie. J'ai raté beaucoup des événements qui étaient liés à ma propre famille, des fêtes de famille, des repas de famille, des moments de joie. Moi, je suis née à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai quitté en pleine adolescence. Donc pour moi, pendant toute cette période de ma vie où j'ai travaillé, j'ai carburé, comme on le dit, vraiment à 100 à l'heure, où je n'ai rien lâché. Il y avait des anniversaires d'enfants, j'ai raté les remises des bulletins que j'ai raté, les réunions de famille. Il y a énormément, il y a des fêtes familiales où je n'étais pas présente. Et ça, on ne rattrape pas, on a que des remords, mais bon, voilà quoi. On continue avec. Comme quoi le succès a un prix. Le succès a un prix. Et le succès a beaucoup de sacrifices. Et votre mère, pendant ces temps, que disait-elle? Ma mère, elle m'a beaucoup encouragée. Je le dis dans le livre, quand vous lisez le livre, vous remarquez que ma mère m'a énormément encouragée. Elle ne m'a pas lâché. Ma famille, mon père, mes soeurs, mes frères, tout le monde, mes amis, mes proches, ils ont été présents pour moi pendant toute ma vie, pendant toute ma carrière. Et c'est pas évident pour eux aussi. Bon, au début, c'était très difficile de s'adapter. Mon partenaire, c'était très difficile de s'adapter, de se dire que bon, elle est pas là, mais après, voilà, ils ont compris. À tous les auditeurs qui nous trouvent en chemin, vous êtes sur la 87.8 Biwane FM dans Encre et Plume. Nous analysons l'œuvre écrite de l'auteur Ika Deyon. Poursuivons avec cette question de plus. Suite à l'opération nodule que vous avez subie, pratiquement pendant 2 mois, vous étiez sans voix, sans parler, donc muet. Et cela a changé votre voix. Elle était comment votre voix auparavant? Plutôt fine? Non, ma voix était la même en fait. Ça n'a pas été changé? Ma voix n'a pas changé. Mais ce qui se passait, c'est que j'avais des nodules sur les cordes vocales qui se frottaient, qui créaient des moments où on n'entendait rien. Il n'y a rien qui sortait de ma voix quand je disais quelque chose. Et tellement que ces nodules grandissaient, on a dû les retirer. En les retirant pendant cette opération, il y a eu cette période-là de se réadapter à parler. Et c'est ce qui a pris du temps. Et après, ma voix, elle est redevenue la même. Ah, ok. On pensait que ça avait changé. Non, ma voix est restée la même. C'est juste que je fais moins des moments de silence. Ma voix devint donc mon identité, ce qui me distingue de la masse et même ma marque de fabrique. Moi, j'y croyais. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec votre type de voix, vous brisez les stéréotypes du genre pour faire du journalisme? Il faut une voix toute fine et tout. Votre exemple brise les stéréotypes du genre pour faire le mannequinat. Il faut à tout prix un corps de rêve, ainsi de suite. Comme quoi, rien n'est réservé à une catégorie de personnes comme nous fait croire la société. C'est vrai, je suis un exemple vivant de cela. Quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de critiques concernant ma voix. Mais je me suis dit que, voilà, qu'on m'accepte ou pas, moi je vais continuer, je vais rien lâcher. J'ai un caractère de battante, j'ai un caractère de personne qui croit en elle-même déjà à la base. Et je me suis dit que c'est ça ou rien. Si on doit m'aimer, si on doit m'apprécier, on m'appréciera avec ma voix. Et j'ai su m'imposer, j'ai fait les interviews dans le monde entier, j'ai fait des interviews aux plus grandes personnalités du monde et je l'ai fait avec ma voix. Et cela ne vous faisait pas peur au début? Non, pas du tout. Vu les critiques que je recevais, j'ai transformé un défaut en qualité. Vous direz aujourd'hui à vos enfants de se lancer dans leurs rêves sans tenir compte de la vie de la société? Oui, je leur dirais ça, mais je leur dirais d'être sages.
Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il faut avoir un caractère et un mental. Et quand on reçoit tellement de critiques, si on n'a pas un mental, on tombe. Donc moi, je suis forgée. Vous en avez reçu beaucoup trop? Oui, j'en ai reçu des gens qui disaient journaliste à Nengenine, à Mungongo Aboye. Mais voilà, j'étais déterminée, je savais ce que je voulais, je savais qui je voulais devenir. Et j'ai rien lâché. Plus de 2 fois, vous faites mention de l'Internet et comment vous procédez à son utilisation. À la 87e et 156e page, vous racontez en ces termes, il était facile de cacher cette vérité, donc votre cancer. J'avais de photos non publiées qui me permettaient de rester active sur les réseaux sociaux. Je les relayais donc au fur et à mesure. J'ai donc pu faire croire à mes followers que j'étais toujours là. Et pourtant, derrière les écrans, il y a une vie faite de défis et de challenges à relever. Ces quelques lignes nous disent que les réseaux sociaux sont plus que trompeurs. Rien ne vrai sur les réseaux, c'est bien le cas. Non, pas du tout. Ils sont trompeurs dans un sens où on vend du rêve. Mais moi, il s'agissait d'une autre chose. Moi, je voulais pas que les gens aient pitié de moi. Je voulais pas que les gens passent le temps à dire oh Ika la pauvre et tout. Non, c'était mon combat personnel. C'était une communion entre mon Dieu et moi, et mes proches, les gens qui étaient très très close de ma personne. Là où je me disais qu'il y a que eux qui peuvent être au courant. J'avais pas besoin de pitié. J'avais pas besoin que les gens soient là à compatir. Oui, ça va pas, ceci, cela. Non, j'avais besoin de me relever et de créer cette union avec mon Dieu. Mais on va le dire ainsi, sur Internet, on vend l'image qu'on veut que les gens aient de nous. Tout à fait. On ne vend que ce qu'on veut vendre. Je fais des masterclass partout dans le monde et je dis ça. Je dis, on ne montre que ce qu'on veut montrer. Personne ne nous met un fusil sur la tempe en disant que vas-y, tu dois... Non, on ne montre que ce qu'on veut montrer, point barre. Et moi, j'ai voulu montrer que la vie continuait positivement parce que dans mon mental, je restais positive malgré la maladie et j'ai pu surmonter toutes ces difficultés et cette maladie. Et aujourd'hui, je suis fière et de dire que heureusement même que je l'ai fait de cette manière. Parce que j'ai tissé un lien plus fort avec mon Dieu. J'ai tissé un lien plus fort avec mes proches. Et voilà, je remercie Dieu pour cela. Et que dites-vous à toutes ces personnes qui exposent tout de leur vie sur les réseaux sociaux? Ça, c'est le choix de tout un chacun. Ils sont libres. Je suis personne pour les juger. Donc tout le monde fait selon sa volonté et moi je l'ai fait comme ça. J'ai choisi que cette période de ma vie je me retire un peu et là je suis revenue et je reviens plus forte. Pour la plupart des gens, je ne suis Ika de Jong, cette femme qui a profité d'un système naïf et de ses relations avec les gens du pouvoir, comme ils disent, pour me frayer un chemin vers la gloire et le succès. Ils ne se rendent même pas compte de guerres et de batailles menées toutes ces années contre les clichés et les stéréotypes que les gens n'avaient cessé de coller à ma peau. Il était important de reprendre ces choses qu'on dit sur vous dans la rue. Oui, c'est clair. Il était important. Je parle de ma vie. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. C'est quasiment impossible que je puisse me taire en disant que tout est rose, tout est parfait. Il était important aussi que je m'ouvre de ce côté-là et que je puisse aussi communiquer en disant que j'ai eu des critiques, j'ai eu des hauts et des bas, et j'ai traversé toute cette période difficile, que malgré ces critiques, j'ai su rester debout. Donc il était important de parler aussi de ce que je vis dans la rue. Dans J'y ai cru, vous vous dévoilez. L'auteur que vous êtes s'est mis à nu devant le monde entier, laissant ainsi libre accès à tous, libre interprétation à tous. Vous n'avez pas peur d'avoir ces clichés au dos d'une famille cancéreuse, chose plutôt négative, surtout pour les petits-enfants de votre famille? Non, pourquoi? C'est une réalité de la vie. Je ne suis pas la première qui suis tombée malade, je ne suis pas la dernière aussi. Pourquoi avoir honte? Parce que c'est une maladie, on demande aux gens d'aller faire un dépistage. Et j'en parle aussi. Avoir peur d'en parler, je crois qu'aujourd'hui c'est un témoignage de la gloire de Dieu, de la main de Dieu dans ma vie. C'est pas pour autant, je suis spéciale aux yeux de mon Dieu, parce que il y a beaucoup comme moi qui ont perdu la vie. Moi je suis restée bien là, et c'est pour témoigner sa grandeur.
Et je ne dois même pas penser une seconde à avoir honte. Il était légitime que je puisse en parler et c'est la manière à laquelle je me suis accrochée pour me dire c'est maintenant en écrivant que les gens peuvent être au courant de mon histoire. Votre grand-mère a souffert de ça, votre mère, vous également. Vous avez peur que ça arrive à vos enfants un jour? Je prie que ça n'arrive pas parce que je crois à la science, parce que la science évolue aussi. La chimio, par exemple, que ma grand-mère a eue n'est pas la même que ma mère a eue. La chimio que moi j'ai eue n'est pas la même que les autres gens qui auront après comme traitement. Donc, la science évolue, la médecine évolue. Avoir peur que les miens puissent en avoir, maintenant ils vont faire attention. Donc on leur demandera de faire des dépistages plus tôt, on leur demandera d'aller voir des médecins. Il suffit qu'on ait un peu mal, on peut attaquer la maladie bien avant. Donc, voilà. Que dis-tu à Tati aujourd'hui du haut du ciel où elle t'entend? À Tati? Oui, à Tati. Je l'adore, elle me manque. Elle me manque énormément, ma grand-mère. Elle fait partie de mes piliers. Ma mère le disait dernièrement, elle disait s'il y a quelqu'un qui serait vraiment fier de me voir aujourd'hui, c'est bien elle, parce que moi j'ai grandi tout le temps dans ses jupons, tout le temps, c'était ma protectrice. Et aujourd'hui, me voir comme ça battante, ne rien lâcher, voilà, ça serait une fierté pour elle. Je sais que de là-haut, elle est super fière de moi. Répondez honnêtement à cette question, Madame Ika de Jong. Oui. Après plusieurs épreuves vécues et jusqu'à nos jours, qui est Ika de Jong? Ika de Jong, c'est une femme battante, une femme ambitieuse, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, une femme qui est là pour les autres, une femme qui écoute les autres, une femme qui se remet en question, une femme qui croit en un avenir meilleur, une femme qui croit en cette Afrique qui est consacrée à nous les Africains, et une femme qui croit que la RDC demain sera un des meilleurs pays du monde grâce à son potentiel intellectuel aussi, parce que souvent on parle du potentiel lié à tous les minéraux et tout, mais ce pays regorge tellement de personnes intelligentes, et je crois qu'il est temps qu'on puisse exploiter ce côté-là de la RDC aussi. Le 15 septembre 2022 fut donc une date historique, celle de votre guérison d'un combat remporté haut la main. Et c'est de là que vous avez dit « j'y ai cru ». C'est de là que j'ai dit j'y ai cru. C'est là, je pensais déjà écrire un livre et tout, mais il fallait avoir un titre. Et je me suis réveillée d'un bon matin et je me disais quel titre je vais donner à ce livre. La première pensée qui m'a traversé la tête, c'était de mettre j'y ai cru. J'y ai cru parce que depuis le début, je m'attendais pas à ce que ma vie soit ce qu'elle est. Je viens d'un point zéro pour devenir ce que je suis. Je me suis battue, je me suis relevée dans des moments très difficiles et je n'ai rien lâché. Et je tiens à remercier des exemples qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont boosté, qui m'ont donné la force. La distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Je remercie, ils sont quand même assez nombreux. Je remercie aussi son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour les parents, merci pour le conseil, merci pour cette force de toujours donner. Vous savez, les relations ne sont pas liées qu'à l'argent, ne sont pas liées qu'à des relations d'intérêt et tout. Il y a des relations humaines et des relations vraies. Pour moi... Vous avez expérimenté les deux? Oui, j'ai expérimenté les deux, surtout chez les deux, parce que je les connais bien avant le fait qu'ils puissent être au sommet de l'État. Ce sont des humains avec un cœur, et je suis un exemple d'une personne qui l'a vraiment vécu et qui continue à le vivre. Avez-vous perdu beaucoup d'amitié pendant vos périodes difficiles de maladie? Non, parce que je me suis retirée un peu. J'ai gardé que les proches et tout. Les gens n'étaient pas au courant que j'étais malade. Les gens l'apprennent comme vous dans le livre. Donc le monde entier l'apprend comme vous. C'était un secret bien gardé. Oui, c'était un secret bien gardé et je voulais rester en communion avec mon Dieu. Il n'y avait que mon Dieu et vraiment un cercle hyper restreint. Il y a Sylvie, maman Nicole Soulou Makutano, maman Dani Niembe de la main sur le cœur, les pasteurs, différents pasteurs qui ont prié pour moi, Mireille, Touba, il
il y a Léo, il y a Deo Kassongo. La liste, même mes enfants n'étaient pas au courant. Ça, vous l'avez écrit? Oui, on parlait de maladie, mais on ne disait pas de quelle maladie. Donc, il y a la famille Kibonge, la famille Tuluka, la famille Kapika, la famille De Jong. Donc, en tout cas, je remercie du fond du cœur à toutes les personnes qui sont restées dans ce secret et qui aujourd'hui peuvent témoigner comme moi à la gloire de Dieu. Que dites-vous à toutes ces personnes qui souffrent du cancer? Il y a espoir de guérir? Oui, bien sûr, il y a l'espoir de guérir. Si Dieu a pu le faire pour moi, il le fera aussi pour vous. Mais à la main de Dieu, il y a une autre part de responsabilité à nous-mêmes. Quand vous commencez à vous sentir mal, quand vous sentez que ça ne va pas, allez voir des médecins. Il y a des gens qui ont été à l'école pour détecter cela. Et allez les voir, allez leur parler, allez leur dire ce que vous ressentez, les petites douleurs. Moi, j'ai commencé par des petits pincements au ventre, sans savoir qu'il y avait quelque chose de plus grave dans mon corps. Et prenez le temps de voir vos médecins, prenez le temps de les côtoyer, allez dire, tester les médicaments, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous en sortir et tout. Parlez-en, ne gardez rien pour vous, parlez-en et faites des dépistages, il est important d'en faire. Et c'est vrai que le cancer, c'est une sale maladie qui balaye énormément de vies. Et si vous êtes à une période de phase finale de votre vie où il n'y a pas d'issue, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, accrochez-vous à la parole de Dieu, accrochez-vous à Dieu, parce qu'il est le seul maître de quand il va mettre un stop ou il va mettre un play pour que votre vie continue ou que votre vie s'arrête. Mais au moins, si vous devez partir, vous partez entre les mains de Dieu. Il tient de rappeler que votre œuvre, J'y ai cru, est apparue en août 2023. C'est bien le cas? Oui, août 2023, on a fait le vernissage le 26 août 2023, le jour de mon anniversaire. La distinguée première dame a accepté d'être marraine de cet ouvrage. Je le remercierai, franchement, je remercierai jamais assez pour cet acte parce qu'elle soutient une jeune femme, une Congolaise. Elle occupe une place de choix dans votre cœur. Tout à fait. Pour moi, c'est une de mes conseillères. C'est une des personnes qui m'aide énormément dans tout ce que je fais. C'est vrai que ça fait peu de jours, mais jusque-là, quelles sont les réactions que vous avez reçues par rapport à cette œuvre? Énormément. Je m'y attendais, moi. Déjà? Franchement, oui. Énormément. De par le monde entier. Oui, il y a des gens qui achètent le livre parce qu'il est aussi sur Amazon, en Australie, dans le monde. On m'a sorti la liste, l'éditeur Eki, que je tiens à remercier. Il m'a sorti la liste sur Amazon, partout où est-ce qu'on a acheté les livres, mais c'est incroyable. Je m'y attendais pas du tout. À la base, je me disais, mon Dieu, j'écris parce que j'ai besoin de témoigner cela et tout, mais je savais pas que ça avait autant d'engouement et que l'écriture apportait un plus. Je reçois que des commandes, même les hommes, je reçois des hommes qui m'appellent ou qui écrivent, qui me disent, Madame Ika, ce livre, vous l'avez écrit aussi pour les hommes. C'est une histoire de femme qui enseigne l'homme, comment l'homme doit se comporter, comment l'homme doit se battre, comment toute personne qui lit ce livre a envie de le relire. Je l'ai réentendu encore hier, allant des jeunes, en tout cas le plus jeune qui a acheté mon livre, il a 10 ans. Waouh. Oui, et les personnes âgées n'en parlons même pas, mais il y a tout le monde qui l'achète et c'est incroyable. En tout cas, merci pour l'engouement. Je remercie toutes les personnes qui l'ont pas encore et qui veulent l'avoir. Il est sur Amazon. À Kinshasa, il est chez Sultani, Showbuzz, à la Maison du Savoir, la librairie. Et bon, moi j'en ai, vous voyez comme derrière vous, les yeux à travers ce que vous allez diffuser, c'est à la radio. Mais bon, mon bureau est rempli de livres. En Belgique, il y a déjà un stock qui arrive. Et il revient à combien? $20. Je me suis dit pourquoi ces prix? Parce que je voulais que tout le monde puisse se le procurer. Pour vous, $20, c'est des prix abordables? Oui, je me dis qu'un étudiant qui peut mettre de l'argent de côté peut s'offrir ce livre. Je n'avais pas besoin de dire parce que Ika, elle est dans un groupe de gens qui traînent dans un certain milieu et puis elle va offrir ce livre qu'aux gens de ce milieu-là. Non. Tout le monde peut s'acheter ce livre, tout le monde peut mettre de l'argent de côté. Moi, j'ai commencé comme ça.
j'économisais, je mettais de l'argent de côté quand je voulais avoir quelque chose. Je mettais $5 et petit à petit, j'arrivais à mes $20 et je m'offrais ce que je voulais. Donc voilà, c'est un livre qui va permettre aussi de réfléchir 2 fois à ce qu'on fait. Très bien, Madame Ika De Jong, Encre Plume vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup, Encre Plume. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir aussi une femme en face de moi. C'était important de parler de femmes, du combat des femmes. Et c'est aussi important qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous puissions aussi mettre la lecture en avant et cette culture de lire soit rehaussée et valorisée à sa juste valeur. Et aujourd'hui, quand on a une journaliste devant soi qui parle que de la littérature, il n'y a rien de plus beau. Merci. Merci. Messieurs, dames, merci de votre attention. C'est la fin de ces magazines. Ne manquez pas de nous suivre sur nos différentes pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et même TikTok. Je vous souhaite une excellente soirée. À plus. Encre Plume avec Cathy Devel. Encre Plume.